Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler des zones d'entraînement. On va voir est-ce que c'est possible, sans faire un test en laboratoire, de connaître vos zones précisément. Est-ce que vos montres ont raison ou pas? C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'entraînement, d'arriver justement à un petit peu segmenter et de balayer tout le spectre. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir Sean, un grand habitué de la chaîne. On va te laisser te présenter et toujours accompagné de Pacton, de la team 1000%. Comment ça va les gars? Ça va très très bien. Merci la team de m'avoir à nouveau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et ouais, on a Sean, t'es officiellement l'invité le plus réinvité de l'histoire de 1000%. Trop bien. T'es C'est au un moins honneur pour moi 1000%. les gars. C'est un honneur pour moi les gars et je vous l'ai dit, je reviens quand vous voulez. C'est toujours un plaisir de discuter. Vos questions, elles sont pertinentes, elles sont réfléchies et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, let's go. Merci beaucoup Sean, si tu veux te présenter, on laissera peut-être une petite intro pour toi, mais de toute façon on mettra tout en description de la vidéo. Juste pour présenter un petit peu cette vidéo-là, on va donc parler justement des différentes zones, comment faire à la sensation ou pas, est-ce qu'on peut s'y fier, on parlera justement de la zone 2, du seuil, des deux seuils peut-être et de la très haute intensité pour justement permettre à nos auditeurs de structurer leur entraînement et on donnera aussi 3 séances par zone pour essayer justement de les développer. Sean, je te laisse la parole pour une petite introduction et après, let's go, c'est parti. Petite intro, j'ai commencé à coacher il y a plus de 10 ans maintenant au Canada et depuis je suis passé par le coaching de groupe, la prépa physique sportive et il y a quelques années j'ai plongé dans l'endurance pour essayer de comprendre ce qu'il en était vraiment et aujourd'hui je dirais que ma casquette première c'est celle de formateur où j'essaye de transmettre aux coachs prépa physique et kiné une compréhension globale, une vision globale sur l'endurance et comment en gros planifier l'endurance, que ce soit pour des sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme, mais aussi pour des sports hybrides comme le aerox, comme le crossfit, comme les sports de combat ou des sports de force même. L'idée étant que l'endurance, c'est une qualité reine, peu importe ce que tu fais dans la vie et même si tu fais pas de sport, l'endurance, elle compte pour ta santé aussi. Donc, tout le monde en a besoin et c'est un petit peu l'idée d'essayer de décliner l'endurance à toutes les sauces pour que tout le monde s'y retrouve. Et justement, par rapport à ces zones, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu vas avoir par rapport à justement des athlètes, peu importe le niveau, qui vont s'entraîner? La première, pour moi, c'est la montre. C'est un énorme problème, cette montre connectée qui te calcule des zones et qui te dit si ton entraînement était à la bonne intensité, s'il était productif ou pas. C'est des outils qui sont super intéressants s'ils sont bien utilisés. Mais le concept de zone aujourd'hui, tel qu'il est défini dans les montres, à mon avis, il est à jeter à la poubelle. Et je dis pas ça juste pour faire du clickbait. Je pense vraiment que la manière dont ces zones elles sont définies, ça ne correspond pas à la majorité des gens et ça ne devrait pas être le premier truc que les gens regardent pour se dire est-ce que je suis vraiment en zone 2? Est-ce que je suis vraiment en zone 5? Ah mais regarde, j'ai couru tout mon marathon en zone... Non, tu n'as pas couru ton marathon en zone 5 pendant 4 heures. La montre, elle te donne des informations, mais faut-il encore savoir les lire? Et ça, je pense que c'est l'erreur numéro 1 aujourd'hui. Et justement, la zone, c'est quoi alors? C'est un pourcentage de fréquence cardiaque? C'est une sensation? C'est une vitesse? On va rentrer un peu, ou une puissance, hein, parce qu'on parlera peut-être aussi du vélo, hein, s'il y a des cyclistes qui nous écoutent, ou même peut-être des gens qui font du rameur, ou peu importe le type de sport. Donc, ça serait quoi cette zone? C'est quoi? C'est une sensation, une vitesse, une puissance? Ça va être un petit peu des trois. Ça peut aussi être une fréquence cardiaque. Hein. Pour moi, il y a vraiment le triangle, la triade de Seiler, comme j'aime bien l'appeler, avec les 3 P, performance, physiologie, perception.
Donc, quand on dit performance, c'est une mesure de charge externe concrètement. Ça peut être de la vitesse en course à pied, ça peut être une puissance en vélo. Physiologie, c'est une mesure de charge interne physiologique, donc fréquence cardiaque, lactate, VO2, etc. Et perception, eh ben, on a une charge interne là aussi. La charge interne, elle a deux facettes, physiologique et perceptive. Et l'aspect perceptif, eh ben, on va le quantifier sur un ressenti, typiquement entre 1 et 10 pour faire simple, et qui peut être dissocié de manière concrète entre qu'est-ce que je ressens dans mes jambes et qu'est-ce que je ressens au niveau de ma respiration. C'est typiquement les deux facettes, à mon avis, qui sont les plus pertinentes. Et avec ça, on va arriver à déjà avoir une vision globale de l'effort. Hein, je pense que c'est important déjà de savoir associer une charge externe à une charge interne. Faut mettre les deux en lien. Ce pas des choses qui sont opposées, c'est des choses qui fonctionnent ensemble. Et donc, comme dit Seiler avec ses 3 points, si on a 3 points, c'est top. Si on a déjà 2 points, une charge externe et une charge interne, même juste la perception, et ensuite une mesure de vitesse en course ou une mesure de puissance en vélo, déjà, on a beaucoup d'éléments avec lesquels travailler. Le gros problème avec les zones telles qu'elles sont définies aujourd'hui dans les montres connectées, c'est qu'elles sont basées sur des pourcentages de fréquence cardiaque maximale, qui est à la base un concept qui est un petit peu problématique parce qu'il n'est pas individualisé à la personne. Et même s'il est individualisé à la personne, les définitions de zones qui sont faites, elles sont basées sur des pourcentages qui correspondent à la moyenne de la population. Donc, je donne un exemple très, très concret. On entend souvent 70% de la fréquence cardiaque max pour la zone 2, pour le haut de la zone 2, donc ce qui correspondrait au premier seuil physiologique. Moi, dans tous les tests physio que j'ai faits, j'en ai fait des centaines ces dernières années, j'ai mesuré un premier seuil entre 55 et 85% de la fréquence cardiaque maximale de la personne. Donc 70%, en effet, c'est la moyenne que j'ai sur ma distribution normale, mais il y a une énorme variation de personne à personne. Tu rajoutes à ça le fait que dans une carrière sportive, et ben, même pour les amateurs, cette valeur, elle peut évoluer au cours du temps. Autant la FC max, elle peut changer, autant le pourcentage de FC max au premier seuil, il peut changer avec l'entraînement. Et en plus, on a le fait que la fréquence cardiaque peut varier de jour en jour de manière assez considérable selon la température externe, selon notre niveau de fatigue, selon pas mal de choses. Et donc, au final, on se retrouve avec une cible qui bouge tout le temps. Il n'y a pas vraiment de référentiel qui est clair et qui est bien calé. Et ça, je pense que c'est un énorme problème pour ce qui est des zones justement sur les montres. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'affranchir des zones? C'est-à-dire que c'est un concept. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir nos zones pour comprendre les capacités qu'on va travailler à un entraînement? Tu vois, si on arrive dans un monde complètement vierge, il n'y a aucune zone, il n'y a aucun pourcentage de VMA et de pourcentage de fréquence cardiaque, tout ça. Voilà, on arrive feuille blanche. Est-ce qu'il y a un intérêt quel est l'intérêt à comprendre les zones? C'est une bonne question, à mon avis, de remettre ça en question. Et il y a un collègue qui s'appelle Jem Arnold qui m'avait dit une fois, ça m'avait vraiment marqué, il m'a dit les domaines d'intensité, dont on a déjà parlé sur le podcast, basse intensité, moyenne intensité, haute intensité, très haute intensité, les domaines d'intensité sont descriptifs. C'est-à-dire qu'ils décrivent la physiologie et ils peuvent concrètement être mesurés, départagés dans un test de labo, par exemple. Alors que les zones, elles sont, elles, prescriptives. C'est-à-dire que c'est en fait un découpage un petit peu plus fin qu'on a fait de ce spectre d'intensité pour ensuite assigner des formats de séances et des types de séances selon les objectifs. Concrètement, si je voulais aujourd'hui, je pourrais justifier avoir 10 zones qui couvrent les 3 premiers domaines plutôt que les 5 qu'on a habituellement. Donc au final, les zones, c'est dans une certaine mesure arbitraire. Après, je dirais que c'est la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense à la programmation en termes de zones. Donc, c'est intéressant pour structurer sa pensée autour de quelle zone je prescris, pourquoi, quelles sont les adaptations recherchées, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ces entraînements, à quelle vitesse, à quelle puissance je vais m'entraîner. Mais si on repartait de zéro, je dirais que la bonne base de départ, c'est les domaines d'intensité. C'est le facile, soutenu, difficile et le sprint pour faire simple et dissocier ces 4 domaines. Et à mon avis, oui, on pourrait se débarrasser entre guillemets des zones telles qu'on les entend aujourd'hui et simplement se baser sur l'aspect un petit peu plus concret de la physiologie pour calibrer nos entraînements. Excusez-moi, Merci Sean pour ce petit résumé.
Donc, on va partir sur ces 4 zones et tu as quand même rajouté le sprint à la fin. Peut-être commencer donc par la première zone. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en termes de test? Le but de ce podcast, ça va quand même d'être sur du pratique pour nos auditeurs. Donc, comment je fais pour déterminer ma première zone d'intensité? Alors, je ferai la distinction par contre en termes de terminologie, juste pour être chiant et carré, et je ferai la différence entre les zones et les domaines, pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Et pour aller là-dessus, juste un petit instant avant de répondre à ta question, on peut se poser la question, ouais, mais combien de zones je dois utiliser? Parce qu'on voit souvent les 5 zones, il y en a qui disent qu'ils utilisent 3 zones, il y en a qui utilisent 7 zones, il y en a qui utilisent 15 zones. Donc, au final, si on prend ce modèle des domaines d'intensité, basse, moyenne, haute, très haute. Typiquement, si on utilise 5 zones, c'est qu'on a zone 1 et 2 sur la basse intensité, zone 3 et 4 sur la moyenne intensité, zone 5 sur la haute intensité, et toute zone au-delà de 5 va se référer typiquement à la très haute intensité. Typiquement, je parle de 7 zones parce qu'on a le sprint long et le sprint court à très haute intensité. Il y en a qui vont découper ça, par exemple Vincent Foulonneau, quand il planifiait en rameur indoor, et ben lui, il découpait la très haute intensité en 4 zones. Il avait 6, 7, 8, 9, simplement parce que ses entraînements spécifiques 500 mètres rameur, et ben, il les décline de manière encore un petit peu plus fine selon le type de séance qu'il va mettre en place. Donc, on peut justifier une infinité de zones, mais typiquement, c'est comme ça qu'on va les retrouver. Pour déterminer, en gros, les domaines, pour revenir à ce terme-là, typiquement, la basse intensité, moi, je pense que le plus simple, c'est de se demander, voilà, quelle est l'intensité d'effort que je peux maintenir tant que ça reste facile. D'accord? Donc pour moi, le mot facile, il englobe bien ce que doit être la basse intensité. Typiquement, on peut dire qu'il y a une absence de brûlure dans les jambes, il y a une capacité à respirer librement, tu peux avoir une conversation, tu peux peut-être parler au téléphone. Il y en a qui disent, ouais, il faut que les gens ils sachent juste que tu es en train de faire de l'effort. Ça va dépendre si tu veux être en zone 1 ou en zone 2, mais quoi qu'il arrive, pour de la basse intensité, c'est un effort qui est facile, c'est un effort que tu vas pouvoir maintenir pendant une longue période de temps. Et s'il y en a qui veulent se référer à la fréquence cardiaque pour ce type d'entraînement, eh ben, typiquement, au lieu de regarder un pourcentage de FC max ou une valeur absolue, ce qu'on va regarder, c'est la cinétique, le comportement de la fréquence cardiaque durant la séance. Est-ce que ta fréquence cardiaque reste plate, reste la même durant tes 30, 40, 50, 60 minutes de, entre guillemets, zone 2 ou de basse intensité? Ça, à mon avis, c'est un bon indicateur physiologique pour que tu sois bien à basse intensité. Dès le moment où ta fréquence cardiaque commence à dériver de 5, 10 battements au plus sur la séance, il y a des chances qu'on soit déjà un petit peu au-delà du premier seuil. Et donc, typiquement, donc, cette basse intensité, elle se trouve en dessous du premier seuil physiologique. Et en l'absence de tests de lactate, VO2 ou autre, eh ben, on peut très bien se dire, voilà, j'essaie de rester à un effort qui correspond à peu près à 2 ou 3 sur 10, et on va, dans la majorité des cas, être sur les bonnes intensités d'effort. Justement, je pense aux débutants, enfin pas forcément aux débutants qui se met à la course à pied, mais quelqu'un qui fait pas forcément beaucoup de haute intensité. Est-ce que justement, la montre, c'est pas sur ces gens-là où il va y avoir le plus d'erreurs parce qu'ils ont jamais été contraints à faire de la très haute intensité, donc ils sont jamais vraiment allés chercher peut-être leur fréquence cardiaque maximale et donc les données de la montre sont peut-être encore plus faussées que pour certains. Est-ce que ça peut être un piège pour les gens qui la regardent ou est-ce qu'elle part quand même sur quelque chose d'assez convenable en termes de fréquence cardiaque max? Typiquement, la FC Max, elle est calculée par les montres et forcément pas toutes les montres fonctionnent pareil. Donc, si quelqu'un dans les commentaires dit ouais, mais Sean, moi, ma FC Max, je l'ai prise à l'entraînement dans telle séance, etc. euh, Même si la FC Max, elle a été mesurée à l'entraînement et elle n'est pas calculée par ta montre, on reste quand même sur des approximations et des moyennes de population en termes de pourcentage. La moyenne, c'est personne. C'est ça qu'il faut comprendre. La moyenne, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est un agrégat de tout le monde et donc c'est personne. C'est pas représentatif d'une personne en particulier. Et pour certains, ils vont être avec des valeurs qui correspondent à la moyenne de population. Mais je pense que s'attarder là-dessus, de toute manière, c'est pas le bon prisme à avoir parce que dès le moment où tu regardes ta montre, typiquement, tu vas arrêter de te demander qu'est-ce que je ressens comme intensité d'effort. Et dans un monde où on est surconnecté aux mauvaises choses et déconnecté de son propre corps, je pense que se poser la question, voilà, quelle est la difficulté de l'effort que je perçois maintenant, c'est
extrêmement important déjà. Et en plus de ça, c'est super pertinent à l'entraînement parce que ça va vraiment t'aider à mieux gérer tes séances. Ça va t'aider, on va le voir, à déterminer vraiment à quelle intensité tu te trouves. Ça va te permettre de mieux gérer aussi tes efforts en compétition ou en course si tu en fais. Et encore une fois, refaire cette connexion entre soi-même et ce qui se passe vraiment, chose que l'on perd malheureusement et qui ne nous est pas enseignée à l'école alors que ça devrait l'être. Et c'est vrai que je me permets de rebondir dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent oui, j'ai une fréquence cardiaque qui est trop haute pour faire ma basse intensité, mais du coup, je ralentis, mais je me sens bien. Qu'est-ce que je fais? C'est souvent une question qui revient. On est à 160, 170, mais au final, tout va bien, pas de perception de la difficulté d'effort. Qu'est-ce qu'on en pense alors? Est-ce que c'est de la basse intensité? Est-ce qu'on est dans le bon domaine ou est-ce qu'on est un peu au-dessus? Encore une C'est fois, difficile de. la valeur absolue, elle a peu d'importance. La tendance de la courbe, c'est ce sur quoi il faut se focaliser quand on parle de basse intensité, couplé avec cette question de ressenti. Ouais, Et après, on peut même rajouter, si on le souhaite, une idée de temps de soutien à cette intensité. Alors, en course à pied, il y a la charge mécanique qui est beaucoup plus présente qu'en vélo. Mais typiquement, tu devrais pouvoir faire un entraînement de basse intensité pendant pas mal de temps. Forcément, quelqu'un qui est nouveau, peut-être, peut seulement faire de la zone 2 pendant 1 heure avant d'être fatigué de cet effort. Mais c'est plus de l'ordre de la fatigue, de la charge mécanique qui va être imposée par la course à pied. Sur un vélo, c'est à peu près pareil, mais le débutant pourra peut-être plus facilement faire 1 heure et quart, 1 heure et demie à basse intensité, là où un pro peut faire 4 heures en zone 2. Et même si c'est dur, c'est du travail qu'ils peuvent accumuler du fait de la base d'endurance qu'ils ont. Donc, la base, à mon avis, pour ça, c'est vraiment se poser la question, quelle est la tendance de ma fréquence cardiaque si on a accès à cette mesure? Complètement se détacher de la zone dans laquelle ta montre te dit que tu es, complètement se détacher de la valeur de fréquence cardiaque qu'on voit. Pareil, pour te donner un exemple, pour rebondir sur ce que tu as dit, une personne avec qui j'ai fait un consulting il y a quelques mois en arrière, coureur à la base, qui faisait du vélo en complément et qui me disait ouais, mais tu vois, je fais du vélo, mais ça me fait pas travailler le cardio parce que mon cœur il monte pas. En course à pied, j'ai l'habitude de voir telle et telle valeur. Là, je fais du vélo et je vois pas les mêmes valeurs. Il faut vraiment que je pousse fort pour monter mon cardio et pour vraiment être en zone 2. Et au final, mes jambes, elles crament parce que j'arrive pas à avoir le même stimulus cardio. Et ça, je pense, c'est aussi un problème de langage parce qu'on pense cardio, donc cardiovasculaire, donc cœur. Donc, il faut solliciter le cœur pour progresser. Le cœur, il est sollicité peu importe ce que tu fais. Et c'est pas forcément le cœur qu'on va cibler à l'entraînement. Ton cœur, il va devenir plus grand et plus fort parce que tu t'entraînes régulièrement chaque semaine pendant des années. C'est ça, en fait, la recette pour avoir un cœur qui est grand et qui est fort. C'est simplement la régularité d'entraînement, la fréquence d'entraînement qui va t'amener là. Il n'y a pas cet entraînement qui va faire que ton cœur devient plus gros et les autres entraînements qui font pas que ton cœur est grossi. C'est pas comme ça que le corps, il fonctionne. Et donc, cet hyper focus sur le cœur et sur le cardio et sur à quelle hauteur le cœur monte, à mon avis, encore une fois, c'est pas la bonne direction dans laquelle on doit prêter notre attention. Notre attention, elle doit être sur le ressenti global de l'effort. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes jambes, au niveau musculaire? Parce que ça va te dire concrètement qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans tes jambes. Est-ce que c'est un effort qui est facile? Ok, eh ben, il y a des grandes chances que tu sois physiologiquement à basse intensité. Est-ce que c'est un effort qui est soutenu, mais soutenable? Donc concrètement, tu devrais être dans cette moyenne intensité entre les deux seuils. Ou est-ce que c'est vraiment un effort qui est difficile, qui te force à ralentir ou à t'arrêter assez rapidement, auquel cas on est plutôt sur de la haute intensité. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Oui, dans la triade que tu nous dis, donc il y a un paramètre externe et il y en a deux internes, mais c'est quand même la sensation
qui est primordial. Parce que moi, j'ai beaucoup de patients et d'athlètes que je vois qui sont de plus en plus matrixés par les outils autour, par la planification, le tableau Excel, la séance, elle doit être comme ça. Et puis, vraiment, l'entraînement est fait pour développer des sensations, pour mieux se connaître dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos jambes. Et puis, c'est pas l'inverse. C'est pas, c'est l'entraînement au service de nos sensations et pas l'inverse. Oui, mais Vincent, tu as vu les Norvégiens, ils ont tout le temps le lactate, le VO2 master. Alors pourquoi nous, on ne devrait pas faire pareil? Je joue l'avocat du diable, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. À mon avis, la base de l'apprentissage sportif, elle doit se faire sur le ressenti. Les datas qu'on peut rajouter après, c'est du bonus, c'est des choses qui nous Pour affiner. permettent affiner, c'est ça. Et je dirais même, si on utilise ces outils intelligemment, ça peut nous aider à affiner notre perception. Hein. Et ça, Olav Alexander, le coach des Norvégiens, qui est un petit peu à la base de beaucoup des pratiques qu'ils ont mis en place ces dernières années, notamment dans le triathlon norvégien, il te le dit lui-même, c'est qu'ils utilisent tous ces outils parce que ça leur donne plein d'informations et aussi parce que ça aide les athlètes à mieux se connaître et à mieux s'écouter. Parce que quand tu as vu que, ah ouais, ok, à cette intensité-là, à ces watts-là sur le vélo, je suis à telle fréquence cardiaque, j'arrive à internaliser ce ressenti, j'arrive à savoir à quel VO2 je me trouve et à quel pourcentage de VO2 max je me trouve. Et ensuite, pendant la course, tu n'as plus besoin de tous ces gadgets parce que tu l'as internalisé et tu sais, à 5 watts près, tu sais où tu es, même si tu n'as pas de capteur de puissance. Ça, les meilleurs, ils savent le faire. Et ça, les pros, ils savent le faire. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ne savent plus le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans plusieurs interviews avec des responsables dans des équipes de cyclistes professionnels. Les jeunes, ils ont plein de capacités physiques, etc. Mais ils arrivent chez les pros, tu leur enlèves leur capteur de puissance, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Et ça, c'est un énorme problème parce que la course, elle n'est pas gagnée au capteur de puissance. Elle est gagnée à la sensation. Est-ce que je peux m'accrocher à cette attaque? Est-ce que je peux rattraper le mec qui est devant? Est-ce que c'est le bon moment pour lancer mon attaque et passer devant et réussir à passer le sommet, prendre des points et ensuite aller gagner l'étape? Ça, c'est de la sensation, en fait. Et donc, on doit revenir aux bases qui, à mon avis, sont la sensation avec, encore une fois, couplée à une charge externe, que ce soit de la vitesse ou des watts, pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui se passe. Et les data, c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter par la suite, mais il ne faut pas, en gros, confondre les deux. Et il ne faut pas les mettre en opposition, surtout. C'est ça qui est le plus important. Et puis, tu sais, j'ai pensé à toi quand on a reçu Véronique Billard. Donc, c'est un super épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir. Elle a épuisé le concept de VO2 max. Elle a mis 40 ans sur la table, sur la VO2 max. Et tu sais, ce qu'elle dit à la fin, c'est que le facteur limitant, en fait, ce serait le cerveau de max. Tu vois. Parce que quand on entraîne notre cœur, on entraîne notre corps, on s'entraîne à une certaine vitesse, mais surtout, on entraîne notre mental. Tu vois. Et elle est en train de voir que à travers une intention ou une façon d'appréhender l'entraînement différemment, eh ben, elle peut venir changer les marqueurs, en tout cas les notes de VO2 max. Donc, elle a un nouveau concept, c'est le cerveau de max. Je pense que la perception et l'intention, c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé aujourd'hui. Je pense qu'avec le développement des connaissances qui se fait actuellement autour notamment de la biophysique, de tout ce qui tourne autour des champs électromagnétiques qui font partie du vivant. Hein. Nous, on pense souvent ah ouais, la physiologie, il faut penser à la biochimie, l'interaction entre les molécules, les filières, etc. Mais en fait, il y a toute la couche sous-jacente à ça qui est le fonctionnement physique fondamental de la matière et du vivant. Et le fait est que je lis un bouquin sur la bioélectronique à l'heure actuelle, l'interaction des électrons avec les atomes et notamment dans le vivant entre les molécules, qu'est-ce qui se passe, les changements de charge, la charge qui existe dans l'eau, la charge qui existe dans nos cellules. On parle de dépolarisation de la membrane quand un neurone s'active pour aller recruter un muscle. Il y a des signaux électriques, il y a des champs électromagnétiques qui existent et ça a un effet. Et ça c'est impacté directement par notre intention aussi. Ça, à mon avis, on peut le conceptualiser à deux échelles complètement différentes. Une, c'est l'effet placebo. Tu crois en quelque chose, ça fonctionne mieux. Tu y crois pas, ça fonctionne moins bien. Okay, ça, c'est l'étage en dessus, on va dire, au niveau macro. Et on peut aller à l'étage infiniment petit, au niveau quantique, et penser à cette idée
de l'observation et de l'observateur qui fait partie en fait de ce que tu vas observer. Que la réalité, c'est un champ de potentiel et de possibilités et que la vague, si on veut, va se condenser, se matérialiser à un instant T et que des fois, le photon, il va apparaître à gauche, des fois, il va apparaître à droite et ça dépend aussi de l'observateur. Nous, en tant qu'observateur, on est acteur dans le monde dans lequel on évolue. Maintenant, est-ce que tu peux changer ta physiologie parce que tu décides de le faire? J'ai pas la réponse à ça encore. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un champ qui est en pleine expansion. C'est des concepts qui paraissent très, très ésotériques, mais quand tu t'intéresses encore une fois au fonctionnement physique de la matière, l'impact des photons sur les électrons, le fait que ça énergise la matière, le fait qu'il y ait des biophotons qui soient émis par toutes les cellules du corps et par toutes les molécules du corps, que tes mitochondries soient un centre au final de production de lumière, hein, la biophysique à l'état de lumière, les photons sont produits par les mitochondries, qui a potentiellement une interaction importante entre les biophotons produits dans les mitochondries et l'ADN dans le noyau, et la manière dont l'ADN est ensuite exprimé au travers de l'encodage de protéines. Toutes ces choses-là qu'on commence à vraiment comprendre maintenant, qui sont sur la table au niveau scientifique depuis plus de 100 ans. Alexandre Gurwitch, en 1923, pour ceux qui s'intéressent à ça, allait creuser sur l'expérience de l'oignon et ce que lui a trouvé en termes de communication sans contact entre les cellules du vivant. C'est des choses qui sont bien documentées, mais que personne connaît et personne n'en parle. Et je pense, pour revenir à notre question de base, que l'intention a une place bien plus importante dans la réalité dans laquelle on vit que ce qu'on veut bien lui attribuer aujourd'hui. Bah, écoutez, si, d'ailleurs parmi nos auditeurs, il y a des gens qui, ont des invités à nous proposer sur ce sujet-là pour en parler, ou même si Sean, un jour à l'occasion tu vas en parler plus profondément dans un sujet, à part, c'est avec grand plaisir qu'on pourra évoquer, toutes ces thématiques qui ont l'air, vraiment passionnantes. Et donc aujourd'hui, on a bien compris l'intention, la sensation. Donc là, on était sur notre, basse intensité, donc notre, toute première. Ensuite, comment on fait? C'est là où ça va commencer peut-être un petit peu à se corser, parce qu'autant quand c'est facile, on arrive à savoir que c'est facile, mais après, comment ça se passe? Comment on peut tester la suite? Tester la suite, c'est encore une fois se poser la question, quelle est la difficulté de l'effort que je perçois maintenant? Une particularité de cette perception de l'effort qu'on matérialise souvent dans ce concept de RPE, qui en anglais veut dire Rating of Perceived Exertion, donc c'est l'évaluation de l'effort perçu. On va typiquement, donc la particularité, je disais, c'est que si tu te poses la question après 30 secondes de course, ça va pas être représentatif de l'intensité de l'effort. Et typiquement, il faut attendre, je dirais, 2 minutes minimum pour vraiment avoir quelque chose qui est représentatif. Et tu verras, typiquement, même dans un intervalle qui est difficile, si tu commences un intervalle au seuil ou un intervalle type VMA, tu verras que vraiment l'effort, tu commences à le ressentir à partir d'1 minute 30, 2 minutes. Et ça, en fait, c'est juste la cinétique interne qui prend un petit peu de temps à se stabiliser. Mais vraiment, le ressenti de l'effort que tu es en train de produire, tu vas vraiment pouvoir l'évaluer à partir d'1 minute 30 à 2 minutes dans ton intervalle. Et là, pour la moyenne intensité, eh ben, on a dépassé ce qu'on a appelé avant le premier seuil physiologique. On se trouve entre le premier et le deuxième seuil. Donc, typiquement, en termes de zone, c'est zone 3, zone 4. Et là, la manière, je pense, en tout cas, la meilleure manière de le décrire que j'ai trouvé, c'est soutenu mais soutenable. Et forcément, si tu es juste en dessus du premier seuil, c'est soutenu, mais c'est beaucoup plus facile que juste en dessous du deuxième seuil. Donc, il y a quand même une différence entre ces choses-là. Si on doit chiffrer ça, je dirais que zone 3, on est entre 4 et 5 sur 10. Et zone 4, on est entre 6 et 7 sur 10. Ça, typiquement, c'est les chiffres qui ressortent le plus dans ce que j'ai vu. C'est ce qui me semble le plus pertinent dans l'entraînement en général. Et donc ça, c'est la meilleure manière, à mon avis, de connaître, ou en tout cas de ressentir cette moyenne intensité vis-à-vis du RPE. Et en termes des signes, c'est quoi, au niveau de la respiration, au niveau de la douleur dans les jambes? Est-ce qu'on a des indicateurs pour aider nos auditeurs justement à bien les quantifier? C'est ça, les jambes, elles commencent à piquer. Elles piquent un petit peu en zone 3, elles piquent pas mal en zone 4. Mais ça reste quelque chose qui est soutenable. Et typiquement, si tu fais une séance au seuil, tu fais par exemple 3 fois 6 minutes, 3 fois 8 minutes au seuil, quand tu finis ta séance, si tu as bien fait ta séance au seuil, tu devrais être en mesure de faire quelques intervalles de plus. Mais tu les as gardés en réserve, tu les as pas faits. Si tu es à 10 sur 10 à la fin de ta séance de seuil, il y a des chances que tu aies dérivé et que tu sois passé sur la haute intensité. Ça, c'est sur le facteur musculaire. Sur le facteur respiratoire, là aussi, c'est une respiration qui devient soutenue, légèrement soutenue en zone 3, en dessus du premier seuil, et qui devient quand même bien soutenue
en zone 4 autour du deuxième seuil. Mais encore une fois, qui est typiquement soutenable. Hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir maintenir dans le temps, c'est quelque chose qui reste sous contrôle. Donc, à mon avis, cette notion de contrôle, elle est importante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de contrôle, on peut la mettre en lien avec l'état physiologique interne, qui est au final un état d'équilibre systémique, un équilibre global. Hein, si je mesure mon lactate sur une séance de zone 3 ou de zone 4, les valeurs vont être élevées dans le sang, mais elles vont rester stables dans la durée. Elles ne vont pas décoller d'un intervalle à l'autre. Donc, on a cet état interne qui est stable au niveau global et cet effort qui est perçu comme étant soutenu mais soutenable. Et Est-ce que tu pourrais rendre ça pratique? Pardon, excuse-moi Alexandre. Tu es un entraînement zone 3, zone 4, mais il y a différents moyens de jouer avec les paramètres d'intensité, de temps de repos. Et on peut travailler la zone 4 avec des entraînements qui sont complètement, on va dire, opposés, mais qui ont le même travail de zone. Typiquement, ce qu'on va retrouver comme ratio de travail-repos, ça va être quelque chose de l'ordre de, j'aime bien utiliser 3 à 4 unités de travail pour une unité de repos. C'est-à-dire que si tu cours 4 minutes, tu te reposes 1. Si tu cours 8 minutes, tu te reposes 2. Si tu cours 10 minutes, tu te reposes 2,5, 3. Dans ces eaux-là. Et ce n'est pas censé être des chiffres exacts. C'est juste que c'est ce qui semble être cohérent avec ce genre de format d'entraînement. Maintenant, tu peux faire du seuil plutôt long, avec des intervalles de 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, voire plus long même pour des gens bien entraînés. Rien ne t'empêche de faire ce fameux seuil norvégien. Donc, typiquement, eux font des 400 mètres. Tu pourrais faire 1 minute ou 1 minute 30 d'effort avec 30 secondes de repos derrière et répéter ça une ribambelle de fois dans la séance. Dans les deux cas, on a une séance de seuil, entre guillemets, qui va avoir un format qui est assez différent. Le ratio travail-repos reste assez similaire. Si on mesure par exemple le lactate dans la séance, on va voir que le lactate il est élevé, mais il reste plutôt stable d'intervalle en intervalle. La différence majeure, je dirais, entre ces deux séances concrètement, c'est que le seuil long, tu vas le courir à une vitesse qui est légèrement inférieure à ton deuxième seuil physiologique, s'il a été mesuré ou calculé ou autre. Alors que sur un seuil court, typiquement, tu vas pouvoir courir un petit peu plus vite que ton deuxième seuil. Donc, ça peut être un avantage, c'est que en fait, ta charge mécanique, finalement, elle est, on pourrait dire que mécaniquement, tu fais de la haute intensité, mais que physiologiquement, tu fais de la moyenne intensité sur une séance de seuil norvégien. Alors que sur un seuil long, on est mécaniquement et physiologiquement à moyenne intensité. Donc, on peut jouer avec ces paramètres de travail-repos et on peut commencer à aller jouer même dans différentes zones selon si on regarde la charge externe ou la charge interne. Mais là, tu viens de nous montrer que la zone 4, en fait, ça voulait rien dire. Parce qu'il y a 2 entraînements de zone 4 et il n'y a pas du tout le même objectif de capacité créée entre les 2 entraînements. Alors, je dirais que la sollicitation interne, elle est assez similaire. La grosse différence, forcément, ça va être la vitesse de course. Donc, je dirais que si tu es dans un sport, par exemple le demi-fond, où la vitesse de course durant la course est importante, peut-être que faire du seuil norvégien, ça peut être, ou du seuil court, on peut l'appeler l'un ou l'autre, on va un peu plus vers le spécifique de la vitesse de course dont on va avoir besoin plus tard. Ou alors, même si ce n'est pas spécifique, parce qu'au final, ça a beau être plus rapide, c'est quand même assez loin des vitesses de course sur un 1500 mètres par exemple, concrètement, tu as quand même couru plus de mètres à une vitesse plus élevée, qui, mécaniquement parlant, est intéressant pour quelqu'un qui doit savoir courir vite et pouvoir le soutenir pendant pas mal de temps. Donc, oui, c'est 2 séances différentes. Je dirais que physiologiquement parlant, elles vont avoir un effet qui est similaire. Mécaniquement parlant, c'est pas pareil. Donc, on peut jouer avec ces différents curseurs selon l'objectif. On pourrait aussi dire que une séance de seuil norvégien, c'est super intéressant comme format de séance pour quelqu'un qui progresse du bas vers le haut en course à pied en intensité, donc qui n'a jamais fait de fractionné parce qu'il a commencé récemment la course à pied. On a d'abord établi une bonne base en course plutôt lente pour que mécaniquement il soit capable de l'encaisser. Ensuite, on a monté sur du tempo. Ensuite, on a monté sur du seuil. Ensuite, on a monté sur du seuil norvégien parce que, encore une fois, physiologiquement, ça va pas être beaucoup plus dur. Par contre, en vitesse, on va monter d'un cran. Et après, ça peut être le pont entre la moyenne et la haute intensité, où maintenant on peut commencer à courir des séances un petit peu plus vite et de manière un petit peu plus soutenue pour avoir ce stimulus au niveau VO2 max haute intensité. Tu peux conseiller 2 séances pour nos auditeurs assez faciles à réaliser, comme ça au moins ils l'auront s'ils veulent la tester après le podcast, seuil court, seuil long,
on va dire plutôt assez faciles pour l'instant et après ils pourront augmenter peut-être en termes de répétition, c'est à eux de choisir. Ouais, super. Je pense que sur un seuil long, le début, un 2 fois 6 minutes ou un 3 fois 6 minutes, c'est une bonne base de départ. Donc un 3 fois 6 minutes avec 1 minute 30 de repos, 2 minutes de repos grand max, hein. Souvent, on voit des séances de seuil avec des repos. Enfin, des fois, je vois des séances de seuil avec des repos qui sont assez longs. À mon avis, le repos qui est assez court, ça te force à bien rester à la bonne intensité. Avec le repos long, tu peux facilement faire un peu trop fort, puis ensuite tu récupères, donc tu es capable de repartir. Avec le repos qui va être un tiers, voire un quart du travail effectué, tu n'as pas vraiment le choix en fait. Si tu as été trop fort, tu vas le sentir et le prochain, il va vraiment être plus difficile. Et typiquement, sur un 3x6, on part à 6 sur 10 comme intensité cible de départ, comme ressenti sur la séance. Ça veut dire peut-être que le premier intervalle, il est à 5 sur 10. Et après, on est à 6 sur le deuxième et peut-être on est à 6,5 sur le troisième. En moyenne, on est à peu près à 6. C'est une très bonne séance pour commencer à faire du seuil. La séance d'après, tu n'as rien besoin de réinventer. Tu peux faire la même séance et voir comment tu te sens. Parce que des fois, on veut toujours progresser, progresser, progresser. Mais au final, la progression, elle va se faire du fait de l'accumulation des séances. C'est pas forcément parce que tu as augmenté la difficulté de ta séance que tu as progressé. Juste le fait de répéter la séance une deuxième fois, déjà, ça te montrera qu'en 2 séances, tu arrives à faire pas mal de chemin parce que la deuxième, elle aura une sensation complètement différente de la première. Même si c'est la même séance, faite exactement à la même vitesse. Et pour progresser ensuite, tu peux rajouter 1 minute, 2 minutes de travail. Tu peux rajouter un intervalle à ta séance petit à petit. Et pour le seuil court, on pourrait commencer peut-être avec une dizaine d'intervalles, d'1 minute à 1 minute 30, avec 30 secondes de repos à peu près. Et là, on peut progresser, voilà, 2 ou 3 intervalles par séance. Mais encore une fois, tout ça, ça doit être calibré par rapport aux capacités actuelles du sportif et notamment du coureur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une grosse séance parce qu'on a vu une grosse séance sur Instagram. Non, si tu fais une grosse séance, c'est que tu as fait une séance un peu moins grosse la semaine dernière, ou en tout cas, tu puisses justifier cette séance-là. Et on sait qu'en course à pied, quand on parle de blessure, on a un facteur de risque de blessure qui est très important. C'est celui d'une différence importante sur une séance longue ou difficile dans la semaine. Donc, si d'une semaine à l'autre, il y a un gap énorme entre la séance la plus longue et ou la plus difficile que tu as l'habitude de faire, il y a un risque de blessure qui est plus important. Donc typiquement, tout ce que j'ai dit en termes de progression, c'est vraiment à individualiser et à calibrer par rapport au sportif en question et à ce qu'il fait actuellement dans sa semaine. Et par rapport à juste, tu avais, évoqué justement sur la zone 2 cette petite dérive cardiaque à faire attention. Est-ce que, sans parler de pourcentage de fréquence maximale, est-ce qu'il y a pareil au niveau cardiaque, sur la courbe, une lecture à avoir pour savoir qu'on est bien sur une séance seuil ou c'est plus compliqué quand même à analyser? La difficulté à analyser ça sur de la fréquence cardiaque, c'est que dès que tu dépasses le premier seuil, donc dès que tu vas au-delà de la zone 2 qu'on a citée tout à l'heure, tu vas forcément avoir une dérive cardiaque. Que ce soit en zone 3, en zone 4 ou en zone 5, il y a une dérive cardiaque, forcément. Alors, elle sera plus importante plus tu vas haut en intensité. Elle sera plus importante plus le sportif a un profil, entre guillemets, puissant. Alors, quelqu'un qui est très typé fibre lente et qui a beaucoup d'endurance, typiquement, on va avoir une dérive qui est beaucoup moins importante que quelqu'un qui est plutôt prédisposé à des efforts courts et intenses. Mais concrètement, la dérive, elle existe. Et donc, on ne peut pas utiliser ce même référentiel d'absence de dérive parce que forcément, ça va prendre place du fait de l'accumulation de la fatigue, du fait de l'inefficience progressive qui devient de plus en plus importante du fait de la fatigue aussi, la chaleur qui s'accumule, tous des facteurs qui vont faire augmenter et dériver la fréquence cardiaque. Donc, quand on est au seuil, il n'y a pas de référentiel de fréquence cardiaque à avoir, mais en l'occurrence, à mon avis, si tu arrives à rester en dessous de 7 sur 10 en termes de ressenti de difficulté sur ta séance, après, ce que tu peux faire pour quantifier tes progrès, tu peux très bien mesurer ta fréquence cardiaque sur la séance, associer ton RPE avec la fréquence cardiaque à la fin de l'intervalle, par exemple, ou prends la moyenne des 2 ou 3 dernières minutes sur l'intervalle, et tu refais exactement la même séance dans 6 semaines, dans 8 semaines. Et si tu as progressé, eh ben on devrait voir pour la même vitesse de course, on devrait voir une fréquence cardiaque un peu plus basse, un RPE potentiellement un petit peu moins important, peut-être une récupération cardiaque entre les intervalles qui est un petit peu plus rapide. Ça, c'est des indicateurs qu'on va pouvoir utiliser. Mais encore une fois, le référentiel, ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas un max, ce n'est pas une zone, c'est la séance. Je quantifie quelque chose et je compare à une séance ultérieure.
Et quels sont les adjectifs que tu pourrais donner à ces séances? Tu sais, on a fait la basse intensité, donc c'est facile, petite promenade, voilà, on est tranquille. Là, c'est quoi? C'est chiant, c'est fatigant, c'est pas l'enfer, Ça, qu'est-ce que tu dirais? ouais, ça, je Soutenu mais pense, soutenable. soutenu mais soutenable, je pense que c'est le terme un petit peu global. Mais je dirais aussi que ce que tu dis là, c'est super intéressant et ça va dépendre du profil de l'athlète, de la personne en question. Quelqu'un qui a un profil puissant, il va trouver ça très désagréable et il va vouloir accélérer pour se mettre dans le rouge là où il est bien et pour pouvoir s'arrêter plus rapidement. Alors que typiquement, quelqu'un de plutôt profil endurant, ils vont vraiment exceller en fait dans cette moyenne intensité et donc ils vont pouvoir y passer des plombes et se sentir vraiment super bien. Donc, je pense qu'il faut aussi bien prendre en compte la personne qu'on a en face de soi ou la personne qu'on est si on pense à soi-même et se dire, voilà, là, si je sens que c'est désagréable et que j'ai envie d'arrêter ou alors j'ai envie d'aller plus vite pour que ça s'arrête plus rapidement, typiquement, tu es à la bonne intensité pour ce genre de séance. Et avant de passer sur la très haute intensité, on va rester peut-être sur le seuil, mais dans quel cas tu conseilles justement cette intensité-là pour les coureurs en fonction de leur préparation? Pour tout le monde devrait faire du seuil. Est-ce qu'il y a une spécificité un petit peu particulière pour des profils pour faire du seuil? Comme je l'ai répété 1000 fois déjà sur votre podcast 1000%, le meilleur entraînement, c'est celui que tu fais pas. Et donc, quelqu'un qui fait que de la haute intensité et du fractionné court, eh ben, ça va être vachement pertinent d'aller faire un bloc avec des séances de tempo et de seuil. Le tempo, on n'en a pas parlé beaucoup ici, la zone 3 qui va être en fait du seuil, mais un peu plus long et un peu moins intense, très simplement. Donc, on peut Ouais. faire une fois et demie à deux fois en fait le temps de travail par rapport au seuil. Pareil sur les temps de repos, les ratios travail-repos vont être les mêmes typiquement au tempo que ce qu'on voit au seuil et on va juste courir moins vite. Donc, au lieu de faire 3 fois 6 minutes, tu peux faire un 3 fois 12 minutes. RPE 4 à 5. Là, encore une fois, fréquence cardiaque sera plus basse et elle va dériver moins vite que sur du seuil. Mais c'est le petit frère. C'est des séances qui sont moins taxantes que le seuil. Hein, le seuil, vu on joue un peu sur cette limite de équilibre global où je m'apprête à passer sur le déséquilibre et quelque chose qui est vraiment difficile, autant nerveusement que physiologiquement que psychologiquement, la zone 4, elle tape quand même plus que la zone 3. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Mais voilà, faire de la zone 3, ça peut être un très bon moyen de faire le pont entre la zone 2 et de la zone 4. Ça peut être un bon moyen d'accumuler plus de temps de travail avec une charge interne et externe moins importante. Autrement, pour répondre à ta question, le seuil, il va être intéressant donc, pour ceux qui n'en font pas déjà. Et après, si tu prépares quelque chose comme un semi, comme un 10 kills, ça, c'est typiquement des séances qui vont être importantes aussi pour ce genre d'effort. Parce qu'on va jouer un petit peu dans ce genre d'état sur la course. Et donc, ça peut être intéressant d'aller cibler ce genre de travail. Après, comme je l'ai déjà dit dans le passé aussi, à mon avis, toutes les zones et tous les types d'entraînement sont importants et il faut pouvoir cocher toutes les cases dans l'année. Après, à quel moment de l'année, ça va dépendre de ton profil, de ta compétition, du temps que tu as jusqu'à l'échéance, etc., etc. Et là, on a vu zone 3, zone 4 sous forme intermittent, mais ça peut être aussi un intermittent continu. Je m'explique, on sort 45 minutes, on se fait un soutenu soutenable. C'est aussi une façon d'envisager la zone 3, la zone 4. Ouais, absolument. Tu pourrais très bien faire un footing progressif. Où tu pars en zone 2, tu fais 10-15 minutes à basse intensité, ensuite tu montes 15-20 minutes au tempo, et ensuite tu passes peut-être 5-10, peut-être 15 minutes au seuil, puis après tu redescends sur un footing pour terminer. Tu es venu tout balayer. Ça va être plus dur forcément parce que tu n'as pas entrecoupé ton effort, mais ça peut être très très intéressant pour progresser peut-être ces segments un petit peu plus découpés en intervalles ou pour varier un petit peu simplement l'entraînement et pour habituer la personne à courir de manière continue à des intensités qui sont un petit peu plus élevées que le facile. Et là, Sean, je rebondis sans jeu de mots, c'est que je vais peut-être avoir un dossard pour le 10 kills de Paris. Ça sort là, donc je suis en short notice. Et tu dis que le seuil, pour toi, c'est... parce que pour moi, le 10 kills, j'allais me déboîter. J'ai jamais fait de 10 kills. Moi, je te Tu vas dis me la déboîter. vérité. 10 kills, pour moi, je me déboîte. Toi, tu le vois plutôt au travers du seuil, quoi.
Ça dépend forcément du niveau de la personne parce que quelqu'un qui court le 10 km en 30 minutes et l'autre qui le court en 60 minutes, bah forcément, c'est pas le même type d'effort. Je me situe au milieu, moi. Voilà. Donc concrètement, ça va être aux alentours du seuil pour toi, à peu de choses près. Hein. Et Ok. je suis pas dans le détail là-dessus, mais on est dans ces eaux-là. Après, à mon avis, il faut faire la distinction entre les zones dont on parle ici, pour moi, qui est le développement général, le développement interne physiologique, d'accord, et les séances spécifiques à la course que tu vas effectuer. Donc pour moi, il y a une période de temps qu'on va appeler la prépa générale ou la phase générale où on va développer tout, un petit peu comme si on disait on est dans le garage, on bosse sur le moteur. Ok, ça c'est la phase générale. Après, il y a un moment pour prendre le volant et aller piloter. Et ça va être les séances spécifiques. Et donc la manière dont j'aime bien le structurer, c'est que sur la partie générale, on va penser en temps, donc en minutes de travail, on va penser en zone, on va penser en RPE, alors que quand on bascule sur la partie spécifique, quand on se rapproche de la course, eh ben là, on va plutôt avoir des intervalles basés sur la distance, basés sur une allure cible de course, et on peut vraiment switcher en fait entre focus interne, focus externe. Et ça, je pense que c'est une transition importante pour vraiment faire le lien, parce que si tu as juste fait des séances de seuil à un RPE donné, à mon avis, c'est pas le meilleur moyen d'être prêt pour ta course de 10 km. Tu vois, je pense justement à Vincent qui va faire sa course et je pense que c'est vraiment la personne, le cliché de personne que nos auditeurs sont, c'est-à-dire 4-5 fois par semaine, il va aller s'entraîner pendant 2 mois, il va faire une séance à très haute intensité pour se préparer. Mais du coup, est-ce que dans la semaine, on lui conseille un tempo qui lui permettra de travailler une intensité un peu plus élevée en plus de sa très haute intensité, ou on va cumuler très haute intensité et seuil? Est-ce que c'est pas pousser le curseur un peu trop haut d'enchaîner justement ces 2 dans la même semaine? Ou est-ce Là, qu'on joue sûrement sur peut-être une semaine où on va mettre les 2, une semaine où on va mettre un tempo et une très haute intensité et réguler? Comment on fait, Sean? On adapte, on écoute les sensations? la difficulté dans le fait de répondre directement à ta question, c'est qu'en programmation, tout et son contraire se justifie. Bien sûr. Et sans le canevas de départ qui est la semaine d'entraînement de Vincent et celle qu'il a pu effectuer de manière régulière pendant 4 à 8 semaines avant aujourd'hui, sans ça, je ne peux pas te répondre précisément. Parce que pour une personne qui a fait peut-être une énorme phase avec beaucoup de bases ou qui a fait beaucoup de traits longs, etc., et qui d'un coup veut se préparer pour quelque chose d'un petit peu plus court et un petit peu plus intense, et ben peut-être que mettre de côté beaucoup de la base et de faire beaucoup moins de basse intensité que ce qu'on verrait typiquement dans un plan d'entraînement et vraiment juste se concentrer sur les allures spécifiques, tant que, encore une fois, mécaniquement, on peut l'encaisser, on peut l'assumer, ça peut être très, très pertinent. Alors que quelqu'un qui fait de la VMA à tout va, mais qui a jamais vu une séance de zone 2 dans sa vie, eh ben pour cette personne-là, peut-être que rééquilibrer l'entraînement, mettre des séances faciles et des séances de seuil, ça peut être beaucoup plus pertinent pour le développement. Donc, Et tu vois, je voyais plus quelqu'un moi, je vois à peu près la moyenne des gens, c'est 3 séances assez faciles, EF, truc ouais. assez, petit footing et une fois dans la semaine où ils se mettent dans le rouge. Mhm. Est-ce que ces gens-là, justement, qui veulent passer de 1 à 2 séances d'intensité, pour commencer, ça serait bien de leur conseiller d'abord un tempo, de voir comment ça se passe et si ça se passe bien, passer ensuite sur un seuil et une très haute intensité? Est-ce que ça peut être pour toi, justifiable, justement, même si tout se C'est bon, justifie? faut se déboîter là. Allez, c'est bon là. Non, À la mais poubelle, la zone 2. la Ouais. difficulté, Sean, c'est de pas dire ça dépend en fait. Mais non, à mon avis, ça dépend. C'est un début de réponse si tu contextualises le pourquoi et les deux extrêmes d'un côté et de l'autre. Donc, dans ton cas, avec 4 séances d'entraînement, 4 à 5 séances par semaine, avec peut-être une séance d'intensité, eh ben, à mon avis, on peut très bien passer sur 2 faciles et 2 moyennes. Ces 2 moyennes-là, ça peut être d'abord un tempo, un seuil. Peut-être que si on se sent bien la semaine d'après, c'est 2 seuils. Peut-être que si c'était un petit peu trop la semaine suivante, on revient sur un tempo, un seuil. Peut-être qu'en semaine 3, on fait un tempo et une VMA ou quelque chose d'un petit peu plus rapide pour garder cette sollicitation d'intensité quand même. Peut-être qu'en début de séance, il y a une place pour faire quelques strides ou faire un petit peu de travail de vitesse en côte une fois dans la semaine aussi pour garder cette gestuelle. Et on sait que le sprint et le travail de vitesse a un impact intéressant sur l'économie de course, peu importe la course qu'on va faire derrière. Et je pense, avec l'influence forcément de mon collègue et de mon ami Maxime Walt, qui coach en demi-fond, que l'aspect de vitesse a, à mon avis, peut-être
doit rester pas un fil conducteur, mais en tout cas doit faire partie de l'entraînement de manière globale au cours de l'année. Que délaisser complètement le travail de vitesse, c'est peut-être une erreur, même pour des gens qui visent un semi-marathon ou quelque chose d'assez long, parce que cette gestuelle et parce que cette sollicitation neuromusculaire va être intéressante. Donc, pour répondre concrètement, 2 faciles et 2 moyennes. Les 2 moyennes pouvant être modulées entre tempo et seuil selon la capacité de récup et le besoin de la personne. Et un petit rappel d'intensité type VMA, une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 2 semaines, selon peut-être les préférences et les besoins. Ça va être peut-être l'armature de base sur une phase un petit peu générale. Et après, quand on arrive plus proche de la course, eh ben, on va idéalement garder 1 ou 2 EF à mon avis. Et dans ce mélange de haute d'intensité, qu'elle soit moyenne ou haute, on va avoir en tout cas une séance qui est un peu plus spécifique. On va parler d'allure, cible de course, on va parler en distance encore une fois plutôt qu'en temps. Et là, on va vraiment pouvoir se projeter et préparer au mieux son échéance. Ça, c'est vraiment super intéressant. Là. Dès qu'on s'approche du spécifique, de placer le focus sur la vitesse. Et c'est peut-être jouer sur le temps de soutien de cette vitesse-là. Tu vois, en fait, on pourrait faire des intermittents, tout ce qu'on a raconté, mais plus avec le focus vitesse. Et voilà, j'essaye de jouer avec ça au début, avec des temps courts et puis de plus en plus des temps longs sur la vitesse cible. Ou alors des distances, et on va rajouter des kilomètres sur la séance au fur et à mesure, parce qu'à un moment donné, tu vas devoir faire les 10 kills à une certaine vitesse cible. Donc, si tes entraînements, ça reste du 3x6, du 3x8, à un moment donné, c'est un petit peu court pour vraiment aller chercher un effort continu de 45 minutes. Donc, on va pouvoir faire des kills avec un petit peu de repos, ensuite faire 2 kills 3, 4 fois avec un petit peu de repos, peut-être une séance de simulation un petit peu plus proche de ce qu'on va retrouver avec, ça peut être un 4-3-2 par exemple, avec un petit peu de repos. C'était juste, excuse-moi, Vincent, Jérémy Cabadé, je rebondis sur ce que tu dis, qui est l'entraîneur de Nicolas Navarro, qui justement pour le semi-marathon et le marathon faisait en fait un gros échauffement, donc un travail de 10, des fois 10 km, 15 km pour créer de la fatigue, et après des séances spécifiques d'allure avec cette fatigue qui avait été un petit peu, même si c'est un rythme tranquille, mais pour être un peu plus dans cette situation de course, où des fois on fait des séances d'allure, où on fait 3-4 km d'échauffement et on commence direct. C'était plus pour des formats longs, mais je trouvais que c'était intéressant de préciser ça. Vincent, je te laisse poser ta question. Ouais, bah c'est un super format là. Je sais pas si je vais avoir ce dossard, mais franchement, les mecs qui font des 10 kills, là, je les vois finir là. Ils sont plus en seuil là, ils sont déboîtés, ils se jettent sur la ligne. Et c'est là où le problème de langage, encore une fois, et le problème de l'application du modèle. À mon avis, une chose, ça je le répète tout le temps aussi, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Le modèle des zones, c'est un modèle qui est faux, mais qui est utile pour programmer l'entraînement. Et c'est surtout tout domaine a un champ d'applicabilité. C'est-à-dire qu'il y a des conditions ou des situations dans lesquelles le modèle est juste et valable et applicable, et d'autres dans lesquelles il n'est pas. Le modèle des zones, c'est un modèle d'entraînement. C'est pas un modèle de performance. Dès le moment où on passe sur le terrain, sur la course, on oublie les zones. Et là, on est vraiment sur le concret. Et encore une fois, je pense que ce focus interne dans le développement, dans l'entraînement, dans la phase générale, et le focus externe dans la phase spécifique et de compétition, c'est une dissociation, un changement de modèle, un changement de perspective qui est pertinent et qui va nous aider à mieux appréhender ce qu'on essaie de préparer. Super. On va juste finir par la très haute intensité parce qu'il nous reste 7 minutes, donc on va essayer d'être le plus efficace possible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça pour conclure? Ça peut être une zone qui est très intéressante, on l'a vu notamment sur le développement VO2 max. Donc comment est-ce qu'on pourrait conclure sur cette zone et donner les meilleurs conseils en termes de sensations, d'indications et aussi de séances pour finir pour nos auditeurs qui vont se déboîter comme Pacton après le podcast? Il faut absolument se déboîter, c'est très très important. Je ferai la différence entre haute et ensuite très haute intensité. Haute intensité, c'est typiquement ce qu'on appelle la zone 5. Là, on va voir les séances VO2 max, VMA, etc. Je vais donner 2-3 formats après. Et la très haute intensité, c'est des efforts qui sont très courts, typiquement en dessous de 2 minutes, et très intenses aussi. Donc là, on parle plutôt de sprint long, sprint court, comme je l'avais dissocié un petit peu avant. Pour la haute intensité, oui, c'est là où on va typiquement voir la VO2 max ou le VO2 max se manifester. Et on voit souvent des séances soit fractionnées courtes, soit avec des intervalles un petit peu plus longs. Je pense que pour la course à pied, le fractionné court, c'est un très bon point de départ. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, répété 8 à 10 fois,
peut-être ce bloc répété une deuxième fois, une fois que tu as pris un petit peu de bouteille. C'est déjà une très très bonne séance pour entamer cette idée de je cours plus vite et c'est plus dur aussi physiologiquement. Si tu veux passer un cran, moi je couperais le repos en deux ensuite. Une fois que tu as fait tes 30-30, que tu as accumulé peut-être jusqu'à un 3 x 8 x 30-30, 3 x 10 x 30-30, je commencerai à faire du 30-15. Là, je peux te dire que c'est plus du tout la même partie de carte parce que physiologiquement parlant, ça va devenir beaucoup plus dur. La vitesse, elle n'a pas besoin de changer. Par contre, du fait qu'on ait coupé le repos en deux, ta fréquence cardiaque va rester plus haute entre les intervalles. Ta VO2 va rester plus haute entre les intervalles. Le ressenti de difficulté sera plus haut aussi. Donc ça, c'est un moyen de jouer avec ce temps de travail-repos et de progresser la séance. Après, tu as les intervalles qui peuvent devenir plus longs aussi. On peut commencer à courir 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, jusqu'à peut-être 3, 4 minutes pour des intervalles qui sont difficiles à faire. Et après, pour les plus aguerris qui ont déjà un gros volume d'entraînement, on voit des séances de VO2 avec des intervalles de 6, 7, 8 minutes répétés plusieurs fois. Mais là, il faut vraiment déjà avoir une énorme caisse pour pouvoir bien les encaisser et bien les faire. Et en termes de ressenti, typiquement, on va être sur du 8, du 9 ou du 10. Je conseille de commencer sur plutôt du 8 parce qu'encore une fois, ce n'est pas la séance du héros qui va te rendre meilleur, c'est l'accumulation de séances dans le temps. Donc, si tu as fait la séance de ta life la semaine dernière, mais que maintenant, tu ne peux plus courir pendant 3 semaines, à mon avis, c'est moins productif que de faire une séance à 8, une séance à 8 la semaine prochaine, une séance à 9 la semaine d'après. Pensez accumulation de travail de qualité plutôt que la séance Instagrammable pour progresser. Et justement, ça serait quoi tes consignes en termes de vitesse sur des 30-30 notamment ou sur des séances un petit peu plus longues? Quelles consignes tu donnerais aux athlètes en termes justement pour être sur la bonne allure? Si tu as bien fait ton boulot dans le développement préalable, tu as déjà exploré ta basse intensité, ton tempo, ton seuil, tu sais à quelle vitesse tu vas courir pour ces séances-là, donc tu vas courir plus vite que sur du seuil. Après, sur du 30-30, je dirais que sur les 3-4 premiers intervalles, ça ne devrait pas te paraître très très difficile au niveau cardio-respiratoire. C'est vraiment à partir de 5-6 intervalles que ça va vraiment commencer à se corser un petit peu. Donc ça, ce serait un référentiel. Typiquement, il faut réussir à finir la séance. Si tu n'as pas réussi à finir la séance que tu avais écrite sur le papier, soit tu étais trop gourmand sur ta prescription de séance, soit tu es parti trop vite. Et après, forcément, plus tu as des temps de soutien qui vont être longs et moins tu vas aller vite. Si on inverse même la tendance, j'ai parlé de 30-30, on pourrait très bien imaginer aussi 30 secondes de course, 1 minute de repos. Pour moi, ça reste du travail type VO2, même si l'intervalle est quand même assez court. Si on arrive à le répéter 6 fois, 8 fois, 10 fois de suite, forcément, on va courir un petit peu plus vite que si on faisait 4 minutes d'effort avec 3 minutes de repos. Et qu'est-ce que tu penses du 30-30 en triangle que Véronique nous parlait notamment? Donc, c'est une accélération progressive pendant 30 secondes et après une décélération, justement, pareil, progressive pendant 30 secondes. Elle conseille de plutôt, pour que ce soit plus efficace, faire tout d'un bloc jusqu'à 20 répétitions, à peu près le max. Qu'elle conseille de faire un 20 fois 30-30, aller de 10 et au fil du temps augmenter. Mais elle dit que justement, ça permet de varier un petit peu les vitesses, d'avoir toujours cette accélération et cette décélération. C'est quelque chose qu'on voit très peu. C'est quoi ton avis justement? C'est quelque chose que tu conseilles justement à nos auditeurs aussi? Je conseille aux auditeurs de rendre l'entraînement fun, de pas trop se préoccuper sur quelle est la meilleure séance de VO2 max à faire, mais explorer le panel de possibilités, les 30-30, les 30-15, le progressif, les 4 minutes on, 2 minutes off, les intervalles un peu plus longs, les intervalles en hard start où tu pars fort pendant les 30 premières secondes et après tu redescends et tu stabilises ton effort. Il y a plein de formats différents. Et il y a une revue ou un papier de Steven Seiler que j'ai cité déjà préalablement de l'année dernière, il me semble, où il fait un petit peu l'état des lieux sur la VO2 max et il dit c'est pas une histoire de maximisation, c'est une histoire d'optimisation. S'il y avait vraiment un entraînement ou un format de VO2 max qui était mieux que les autres, tout le monde ferait ça tout le temps. Mais la réalité, c'est que c'est pas juste le paramètre de VO2 max qu'on essaie d'optimiser. Il y a plein de choses qu'on travaille et si on fait tout le temps la même chose, il y a plein d'autres choses qu'on fait pas. Donc, explorer le champ des possibilités. Ce que dit Véronique, c'est très, très intéressant à mon avis. C'est une pièce de plus dans la manière de varier ce genre d'entraînement. Et plus ton panel et ton langage d'entraînement il sera large, plus tu vas t'amuser, plus tu vas te développer de manière cohérente et globale. Et à mon avis, meilleurs seront tes résultats dans la durée, tant qu'on garde les points les plus importants en ligne de mire, qui sont la régularité et le fait de cocher toutes les cases d'entraînement comme on l'avait cité. Et tu vois, ce qui peut être dur justement, c'est qu'on veut
parfois varier les séances, on veut tester plein de séances, mais du coup, on a plus ce fil conducteur aussi de nos séances qui permet de voir l'évolution. Et c'est dur de s'y retrouver parce qu'on a envie de tester, mais en même temps, plus on teste et moins on a de repères et moins on voit l'évolution qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de se caler quand même pendant genre 1 ou 2 mois sur des semaines qu'on essaye à peu près de faire évoluer? Parce que c'est quand même plus facile de faire évoluer sa programmation en gardant un socle commun sur les séances plutôt qu'en variant tout le temps les séances. Oui et non, hein, le fil conducteur, c'est nos sensations et c'est se référer à nos sensations qui va nous permettre d'être, objectifs aussi avec, l'entraînement qu'on va créer et en fait, si on arrive à créer un objectif d'entraînement et d'aller jusqu'au bout, c'est qu'on avance sur nos sensations, qu'on est cohérent et donc on peut mettre de la variabilité dans notre façon de s'entraîner. Il y a des gens, ils font n'importe quoi, mais ils font n'importe quoi pour la majorité et pour eux, tant que c'est cohérent, ça a du sens. Donc nos sensations et clair avec l'objectif et de la régularité, comme tu dis. Oui, mais tu vois, en termes de progressivité, par exemple, tu fais une séance de 30-30, tu fais un 10 fois 30-30, ben, c'est beaucoup plus facile de te dire, ben, OK, cette semaine, ça s'est bien passé. La semaine prochaine, je fais 12 fois 30-30. Là où si tu passes sur un 1 minute, tu auras moins de repères, tu connais peut-être moins ta vitesse, tu sais pas trop Ouais, mais comment c'est ça va plus se fun, passer. Alex. Ouais, c'est plus fun, Ouais. c'est sûr. Est-ce Voilà, en que fait, c'est ce ça, que c'est qu'il y a toujours cette, ce que je veux dire par là, différence c'est entre que une progressivité et le fun. Et tu sais pas, moi, ma belle-mère, à tout moment, elle est venue passer le week-end et du coup, bah, je réagis mal. Enfin, tu vois, bah, c'est je suis encore plus une fois fatigué. la personnalité. La personnalité et tes prédispositions et qu'est-ce que tu aimes faire. Ça, à mon avis, c'est le point de départ pour décider. Est-ce que tu as quelqu'un qui est très carré, très cartésien, qui a besoin de voir que là, on a fait 10, après on fera 12, après on fera 14, après on fera 16, après on fera 18, et qui voit ce petit point qui monte sur le graphique à chaque fois, ou tu as quelqu'un qui a juste envie de prendre du plaisir, qui déteste faire la même séance 2 fois de suite, et à qui tu peux très bien donner une fois du 30-30, une fois du 4 on, 2 off, une fois du progressif à la Bilat, une fois du hard start, et au final, ton bloc d'entraînement, tu l'as fait. Peut-être qu'il y a moins de repères, peut-être que tu peux moins comparer, mais t'en fais pas que dans 3 semaines, tu lui remets une des séances qu'il a fait il y a 3 semaines, et ben là, tu pourras comparer. Et donc, au final, il y a plein de manières de faire. C'est, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, dans la planification, dans la programmation, tu peux tout justifier et son contraire. Et c'est là où le fait de travailler avec quelqu'un de compétent qui peut t'orienter et qui peut t'aider à trouver les bons entraînements par rapport à toi et tes objectifs, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent s'amuser, prendre du plaisir dans le sport et s'entraîner régulièrement et qui arrivent à le faire sans se blesser et qui sont pas trop préoccupés par je veux un plus grand VO2 max, je veux battre mon père, etc. Et ben, s'ils arrivent à le faire sans trop de structure et qu'ils le font au feeling, ben c'est très très bien. Et le jour où tu veux passer un cap, le jour où ça suffit plus, le jour où tu sens que tu plateaux alors que tu veux aller plus loin, et ben là peut-être que c'est le temps de prendre quelqu'un pour t'encadrer ou simplement penser à une autre méthode d'entraînement, penser à d'autres structures d'intervalle, penser aux entraînements que tu fais pas mais que tu as besoin de faire et essayer de compléter un petit peu ce que tu fais actuellement. Eh bien, super. Et Sean, on mettra bien sûr toutes tes descriptions dans le podcast. Je crois que tu avais un petit cadeau pour nos auditeurs ou pas, ou Ouais, il absolument. me semble. Pour les 48 heures qui suivent la publication du podcast, Ok. j'offre ma mini formation sur la méthode RPE Oh aux là 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 auditeurs. là. Donc, un petit peu de contenu pour comprendre qu'est-ce que le ressenti et comment ça fonctionne au niveau physiologique, au niveau de l'application de l'entraînement. Et aussi pour ceux qui veulent déterminer leur zone, un petit test simplifié qu'ils peuvent mettre en place sans matériel pour évaluer leur ressenti, pour estimer leur zone et déjà avoir un bon point de départ pour leurs entraînements et le suivi de leur progrès. Eh bien, écoute, je pense que je vais Magnifique. aller moi-même la télécharger, celle-là, hein. C'est tout en description. Je pense qu'on va se faire ça. Merci beaucoup, Sean. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. On doit te libérer. Je ne sais pas si Vincent a peut-être un dernier mot, Vincent. Non, mais merci, t'es vraiment à 1000%, Sean, tu le sais. Et merci de venir en Marseille à chaque fois, c'est vraiment un grand plaisir. Let's go. Merci les gars, C'était c'est le un petit plaisir de cadeau. parler avec vous. Eh ben merci, à bientôt. Et si vous voulez d'ailleurs un sujet avec Sean, n'hésitez pas. Tous ces liens, mettez-nous en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, Sean viendra avec sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il avait notamment fait une vidéo sur le sujet qui est parfaite. Donc un grand merci, Sean. On adore ce que tu fais et à bientôt pour un prochain épisode. On ne sait pas sur quoi. On peut partir sur tout. Donc dites-nous en commentaire. Faut À qu'on se très croise vite. en vrai, là. On s'est jamais vu encore. Ah On va bah, aller, on vous... va aller- T'es en Suisse, non, Sean? Non, Non, je il suis est en dans les France maintenant. Vosges. Ah, ok. Je crois que t'étais en Suisse encore. Ok, ça marche. Mais Bon, on on se va, on captera va bientôt. On venir. se verra, on On se va verra. venir. Ça Allez, se fera. viens prendre le Allez. soleil chez nous un peu là. Viens prendre le soleil. Ciao, ciao. Merci les gars. Ciao.